Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Face à la presse nationale et internationale, Félix Tshisekedi fixe le cap sécurité à l'Est, diplomatie et réforme institutionnelle. Nous reviendrons sur le point saillant de la conférence de presse tenue à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État s'est montré ferme sur la souveraineté du pays. De l'ingénierie à l'industrialisation à Goma, des anciens étudiants de l'ISTA lancent leur propre usine de fabrication de clous. Un bel exemple d'entrepreneuriat local pour réduire les importations et booster la construction en province. En international, la Cour d'appel de Paris relance l'affaire d'Agathe Abiyarimana. Le non-lieu dont bénéficiait la veuve de l'ancien président rwandais a été annulé. Elle reste poursuivie pour complicité des génocides et crimes contre l'humanité. C'était le rendez-vous médiatique le plus attendu de ces débuts du mois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait face aux journalistes mercredi 6 mai à Kinshasa. Le numéro 1 de la RDC a passé en revue des dossiers brillants de la nation. Quels sont les messages clés à retenir? Éléments de réponse dans ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. À Kinshasa, mercredi, le président Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'il pourrait briguer un troisième mandat afin de répondre à la volonté du peuple congolais, même si la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Félix Tshisekedi arrivera au terme de son second mandat en 2028, mais il s'est également dit ouvert à un report de l'élection présidentielle en raison de la guerre dans l'est du pays. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Le président congolais a également défendu le partenariat noué avec les États-Unis dans le domaine des mines. Il niait toute contrepartie financière après l'arrivée des personnes expulsées par Washington. La constitution congolaise est-elle devenue caduque? Pour Félix Tshisekedi, la réponse semble pencher vers le oui. Devant les médias, c'est 6 mai, le chef de l'État a ouvert la voie à une réforme constitutionnelle majeure. Pourquoi maintenant et quelles seraient les conséquences pour l'équilibre de pouvoir? Je vous propose d'écouter le président de la République. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser, et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder
les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder nous, dans cette Constitution. Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. La rupture est-elle définitivement consommée entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila? Hier, lors d'un échange sans filtre avec les journalistes, le président de la République a officiellement pris acte de sanctions du Trésor américain contre l'ancien chef de l'État, accusé de lien avec l'AFC et les M23 lors de la retenue diplomatique. Félix Antoine Tshisekedi a estimé que nul n'est au-dessus des intérêts stratégiques de la nation. Suivez. Mais vous avez oublié de préciser, M. Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où? Au Congo ou ailleurs? Trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ses déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ses messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin
Et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? Fally Ipupa bientôt honoré par la République. L'annonce a été faite mercredi 6 mai par le chef de l'État au cours de sa rencontre avec le professionnel des médias. Cette décoration vient saluer les prouesses musicales de l'artiste qui porte haut les couleurs de la RDC sur le plus grande scène musicale. Ben, je vous jure que si mon agenda me l'avait permis, j'aurais été là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais permettez-moi quand même de rendre hommage à cet artiste congolais qu'est Fally Ipupa, qui vraiment a fait la fierté de notre pays. Et il a mobilisé toute la France et focalisé son attention sur la République démocratique du Congo et à la fois toute l'Afrique aussi, parce que beaucoup d'Africains s'étaient déplacés. Et n'en déplaise aux rabat-joie, aux pourfendeurs, je crois que c'est vraiment le modèle d'un soft power dont notre pays a besoin. Et il faut continuer comme ça. Je vous encourage à aller par exemple au prochain concert de Kofi Olomide au stade Roi Baudouin. J'ai appris aussi que Werason a un forêt nationale. C'est toutes des salles mythiques européennes, des endroits mythiques qui vraiment font la fierté, contribuent au soft power congolais. Et moi, je m'inscris totalement dans ce genre d'activité que je soutiens. Et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai promis de décorer au nom de la République démocratique du Congo l'artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Donc, nous allons vraiment tous devoir honorer tous nos moines Mboka qui font honneur je vois à la nation. Warriors ici. Les Gaulois sont là. Soyez pas jaloux, nous aimons aussi Ferregola. Le ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Marc Ekila, a effectué récemment une mission en Ituri dans le cadre de la promotion de l'apprentissage des jeunes à travers les formations ambulatoires initiées par l'entreprise Mongaba sur place. Les échanges avec le responsable de cette structure, les échanges ont tourné autour d'un partenariat visant à transformer chaque chantier en véritable espace d'apprentissage à ciel ouvert pour les jeunes de la province de l'Ituri. Nous avons aussi la politique de centre, ce qu'on appelle de formation ambulatoire. C'est-à-dire que vous prenez les experts, vous les amenez là où il y a le besoin en formation. Et tout ça, ce que j'ai vu ici, je crois que nous avons un début de réponse. Et certainement que nous allons... Vous êtes un vieux partenaire. Hein? Certainement, nous allons contenir ces partenariats-là dans la mise en œuvre. Mais je suis un homme très satisfait. Très satisfait dans ce que je compte, surtout dans les attentes et du président de la République et de la première ministre. Les attentes sont grandioses. Pleine réponse. Et ce que j'ai vu ici, c'est impressionnant. Parce que nous voulons nous focaliser maintenant. Vous allez voir même tous les projets du pays. C'est vraiment la grande partie, c'est les infrastructures de transport. Le transport, c'est un secteur très stratégique. Vous allez voir les infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, que sais-je encore. Et là, il faut routier. Les gens oublient que la route, c'est une infrastructure de transport. Les gens oublient toujours. C'est l'infrastructure de transport par excellence. C'est la route pour faciliter les biens, l'échange des biens et des services.
Et nous sommes dans ces programmes-là. Et je pense que... Et dans le chapitre de la sécurité, plusieurs délinquants communément appelés Koulouna ont été arrêtés au quartier Kingaboire dans la commune de Limete. C'était au cours d'une opération musclée menée de main de maître par le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou. Ces présumés Koulouna ont été présentés au sénateur Jekoko Moulumba. On les écoute au micro de notre rédaction. Abenda mwana matoi bona kozonga lisusu akeli belate na kozonga lisusu bo trop c'est trop bazo pekisa dozo kanga bazo kende bazo songa ba changer te to kozonga na famille mususu o ya ndobo kanga ndenge tubandi lelo to kosukisa ko lelo te si mukolo baba kolemba leto sisi kolo mabele ya kotoyo dozana sénateur ayebi chacun na boya ba plaire le kimingi l'agressement de l'équipe qui perd les parents, ils ont violé, ils ont extorqué, ils ont blessé. Mais les lots, ils ont été pardon, exacté. Ceux qui vont se mandater, ceux qui vont se mandater, madame Mouté, donc on s'en va rythme. Papa Moni, maman Moni, aïe, c'est mon antikali. Madame Mbale va courir, on va pas tirer moko. On peut se leçons, on peut se morale à comprendre. Tu as connu ou non? Il y a quelques mois, na bengisa ba jeune na biso nyoso Kingabwa, o basala ka mobulu na o basaka mobulu ti. Ba yaka na bureau na ngai. Na solo na bango pendant au moins 2 heures de temps. Moi muté on a zaki na ba opesa bango na pesa ki bango. Na zo ki pe moko na ba opesa pe musala na sani na pesa bango pe misala. Na benda ki bango matoi. Na yebisi bango ba leki na ngai ba ndeko na ngai ba camarade na ngai. Boye ba ke l'état asa l'état akotikala l'état. Botika mobulu baleki wana baninga wana balekite bazongeli mobulu koleka kutunenza ki liboso soki na lobi ke na yebaki te ke police ko yale ona Kingabwa na kobuka lokuta na za muto lokuta te na yebaki ça fait une semaine que police ko na Kingabwa akanga ba oyo bazosala mobulu ne ndenge bakangi batu wana l'état azali na magité moi mukepe dérapage ezanga kate tanzo bakanga mutu moko azali innocent na bato pe basala mato mokulu ya solo oyo ba baza ba inonsa ba kobunda te batika bango mais ba oyo baza bato ya mbuma mabe na kati ya ekolo kombo na bango ezali parquet makala même so ba kende angenga basa nini bakende parce que kimia eza ba mama nanga ba papa nanga bandeko nanga Kingabwa bazangi kimia to kende bango bo etina suka to bendi to pesi conseil bani ko yoka te boye bake matoi elekaka mutu na mulaite na pesa bino conseil boy siko na ngai na balukeli bino oya saka mobulu kombo na ezali akene makala akene angenga akene luzumu akene kofanda kuna abu ho ya ewa mapesi bino conseil comme balo yo mawezate parce que bino ko bozoka na momba biso mawate okende balo ata angenga okende. Et puis cette initiative qui prouve que les génies congolais n'attendent que des opportunités pour s'exprimer à Goma, dans le Nord Kivu, un groupe d'anciens étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, a mis sur pied une unité de production locale de clous. Comment fonctionne cette usine et quel est son impact? Le détail dans ces reportages. Ces rouleaux de fil de fer ne resteront pas souples bien longtemps. D'ici quelques minutes, ils seront transformés en milliers de clous robustes destinés à approvisionner le marché local de Goma. Depuis plusieurs mois, des jeunes diplômés et anciens étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées se sont lancés dans la fabrication des clous à partir des fils de fer importés de Chine via le Kenya et l'Ouganda. Leur entreprise Impaya Technology s'impose progressivement grâce à une production variée capable de répondre aux besoins du marché local en clous de différentes dimensions. Les matières premières arrivent en forme de rouleaux. Nous transformons ça, les mettant sur les différents gabarits. Les différents gabarits, la machine aussi a des fonctions comme allonger la matière pour que ça soit aligné. Par après, on va couper les différentes dimensions. Si par exemple on a besoin des dimensions de 8, on
calibre la machine jusqu'à ce que nous trouvons les dimensions de 8 cm. Actuellement, Impaya Technology est à mesure de produire jusqu'à 2 tonnes de clous par jour, une capacité qui pourrait être doublée si la demande du marché augmentait, précise le technicien. La quantité, c'est un peu difficile à vous répondre parce que la quantité dépend de la chaîne de provisionnement. Mais la machine par jour peut produire 2 tonnes. Si la clientèle demeure encore limitée, certains commerçants, notamment des propriétaires de quincailleries, ont déjà adopté les produits de l'entreprise. C'est le cas de Moïse Mutuembe, commerçant à Goma, qui s'approvisionne régulièrement chez Impaya Technology, séduit par la qualité et les prix compétitifs. D'habitude, nous venons ici pour s'approvisionner des clous. Ça nous donne de l'avantage acheter ici à Goma. Premièrement, il n'y aura pas la déclaration qu'on faisait auparavant. Et même les coûts liés au transport, les coûts liés au dédouanement, tout cela, il n'y a pas. Directement, tu achètes ici à Goma, on te livre dans votre dépôt. La clientèle elle est très satisfaite de voir des clous à temps et même la qualité elle est bonne. Pour Jason Malonga, ingénieur et principal initiateur du projet, Impaya Technology ne se limite pas à la simple production des clous. L'ambition est plus large, former et encadrer des jeunes afin de promouvoir la transformation locale et réduire la dépendance aux importations. Les grands défis que nous avons actuellement pour l'obtention des matières premières, c'est parce que nous importons la matière première que nous retravaillons ici. Mais dans un futur proche, notre vision est de voir si nous pouvons produire les matières premières localement, tout en faisant le recyclage des métaux. Dans les 5 années à venir, nous comptons encadrer environ 50 personnes, parce qu'avec les 2 départements que nous avons pour la conception des machines, nous avons environ besoin de 15 personnes. Et la production de clous, là, nous avons besoin au moins de 25 à 30 personnes. À l'heure actuelle, près d'une dizaine de jeunes Congolais travaillent quotidiennement au sein d'Impaya Technology, des jeunes qui font le pari de la transformation locale pour bâtir non seulement leur avenir, mais aussi celui de la République démocratique du Congo. Direction l'Afrique du Sud, face à la montée des tensions xénophobes observées ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain est finalement sorti de son silence à travers son porte-parole officiel. Ces derniers qualifient la situation de sensible pour les autorités sud-africaines. Il est important que chaque État améliore les conditions de vie de sa population afin d'éviter de telles situations. Encore une fois, suivez. Face aux accusations de xénophobie, l'Afrique du Sud réplique. Selon le gouvernement, les nations africaines doivent s'attaquer à l'instabilité à l'origine de la migration illégale. Des propos qui interviennent après que des pays tels que le Nigeria et le Ghana ont fait part de leurs inquiétudes à la suite d'une série de manifestations anti-immigrés ces dernières semaines. La question de l'immigration est un sujet sensible, non seulement ici en Afrique du Sud, mais partout dans le monde où des manifestations sont organisées à ce sujet. Ce qui importe à nos yeux, c'est évidemment de respecter les droits de toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de nos frontières et lorsque nous manifestons, de le faire pacifiquement sans causer de préjudice à quiconque. Les condamnations qui nous sont parvenues de différents horizons du continent ne devraient pas se limiter à de simples condamnations, mais s'accompagner d'une volonté de s'engager de manière constructive sur ces questions et sur les facteurs qui poussent les gens à quitter leur pays d'origine et à chercher refuge ailleurs. Lors de nouvelles manifestations mercredi, des centaines de personnes ont défilé dans la ville de Durban, à l'est du pays, et dans d'autres villes pour exiger que le gouvernement prenne des mesures contre les migrants sans papier qui détiennent des commerces tels que des petites boutiques. Toute description de ces manifestations visant à présenter les Sud-Africains comme xénophobes relève en réalité d'une analyse simpliste des véritables enjeux en présence. Lazy sort of analysis of the real issues that are at play here. Les manifestations des mois précédents visaient également à empêcher les étrangers sans papier d'accéder aux cliniques et aux hôpitaux sud-africains.
Face à cette situation, le Nigeria a affrété des vols de rapatriement d'urgence pour ses citoyens, tandis que le Ghana a convoqué l'ambassadeur sud-africain fin avril à la suite de plusieurs incidents xénophobes. C'est un dossier qui empoisonne les relations entre Paris et Kigali depuis 3 décennies. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Agathe Habyarimana. La Cour d'appel de Paris a annulé les non-lieux prononcés en faveur de la veuve de l'ex-président rwandais. Elle est visée d'une plainte de complicité des génocides et des crimes contre l'humanité depuis 2007. Nouveau rebondissement dans le dossier Agathe Habyarimana lié au génocide rwandais. La Cour d'appel de Paris a annulé mercredi le non-lieu accordé l'année dernière à la veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, autorisant la poursuite de l'instruction. L'ex-première dame du Rwanda fait l'objet d'une enquête pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité en France depuis 2008, suite à une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Selon l'accusation, Agathe Habyarimana faisait partie des dirigeants de la CASU, fer de lance du génocide. Âgée de 83 ans, elle est placée depuis 2016 sous le statut de témoin assisté et n'a jamais été mise en examen. Le génocide rwandais a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, des Tutsis et des Hutus modérés, tués entre avril et juillet 1994. L'assassinat du président Juvenal Habyarimana le 6 avril avait déclenché cette page sombre de l'histoire du pays des 1000 collines. Des tensions semblent apparaître au sommet de l'État au Sénégal entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, entre divergences politiques, rivalité de leadership et difficultés économiques. Plusieurs médias sénégalais évoquent un climat de malaise au sein du pouvoir. Les tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko peinent désormais à être dissimulées sur la place publique. Dans une interview télévisée sur les antennes de la télévision nationale RTS, le chef de l'État sénégalais a dénoncé une personnalisation excessive autour de son chef du gouvernement. Tout en affirmant lui maintenir sa confiance, Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu'il pouvait le remplacer à tout moment, soulignant ainsi son autorité institutionnelle. Ancien mentor de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko reste une figure centrale de la scène politique sénégalaise. Depuis leur accession au pouvoir en 2024, les divergences se sont multipliées entre les deux hommes. Ousmane Sonko avait lui-même déjà critiqué le manque de leadership du président Bassirou Diomaye Faye, alimentant une rivalité de plus en plus visible entre les deux dirigeants. Le président Bassirou Diomaye Faye a mis en garde contre un risque de dérive au sein du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, estimant que le projet devrait primer sur les ambitions individuelles. Cette crise intervient alors que le pouvoir avait suscité de fortes attentes, notamment sur la lutte contre la corruption et la réforme du système politique. Des dossiers sur lesquels 2 années après, on semble n'avoir pas beaucoup avancé. Dans un pays habitué à la stabilité, ces tensions au sommet de l'État pourraient fragiliser davantage les institutions et entacher la dynamique enclenchée depuis la tenance de 2024. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'avenir politique du Sénégal. C'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris demain pour les nouveaux titres d'actualité.